Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2023. On est à la 12 bis. Le principe, donc, chaque dimanche, une proposition. On essaye d'ouvrir un univers, une technique. On est encore dans l'idée d'amasser de la matière, faire que ces matières nous emportent, commencent à se disposer les éléments les uns par rapport aux autres et créer là ce basculement vers l'avant. On approche bientôt pour commencer à synthétiser. Merci aussi celles ceux qui envoient maintenant des ensembles justement remis en page avec une construction. Ça, on les regardera en zoom. La 12, on est parti de Thomas Bernhard. Des livres qui sont constitués d'un seul paragraphe monobloc, quelle que soit la taille du livre, et des formes qui ne consistent qu'en monologue. Thomas Bernhard n'a pas travaillé ou a mis du temps pour arriver à trouver cette forme. Ses premiers livres sont plus classiques, je ne le dirais pas, on reconnaît Thomas Bernhard, mais il y a cette acidité qui monte, il y a ce sens critique du tableau immobile de la société viennoise qui commence à lever. Il y a cette fascination pour chercher ce qui en soi confine à l'art et comment la société elle traite de cette question de l'art. Et puis il y a ce livre qui s'appelle Perturbation, où le narrateur et son père, médecin de campagne, remontent une vallée isolée de montagne. Et puis tout au bout, il y a ce nid d'aigle où vit un type seul, dit le prince. Et là, tout d'un coup, il y a le monologue. Ensuite, Thomas Bernhard s'installera définitivement dans ce monologue, aussi bien dans les 4 livres plus 5 qui sont des moments autobiographiques, le souffle, le froid, la cave, l'origine, et puis à la fin un enfant, que dans ces suites de romans là, qui jusqu'à extinction, qui sont définitivement un monument littéraire de première importance. Si vous voulez aller y voir, j'ai parlé dans la 12 de celui qui s'appelle Le Naufragé, Der Untergeher, peut-être moi celui auquel j'ai été le plus sensible dans les résonances, béton, si dur, tenu et troublant pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est un type qui est en train d'écrire et qui ne sait pas ni comment avancer, ni comment conclure ce projet d'essai sur la musique, mais c'est bien de la table à écrire qu'il s'agit. Et la mort chez Thomas Bernhard est toujours, elle cerne tout autour. C'est pas ça nous qui nous par le biais par lequel le prendre, mais c'est probablement ce qui nous le rend si important. Donc la 12, on était parti de Holzfällen, Arbres à abattre. Guillaume Singal, prof d'anglais, dit le titre, ça aurait pu être Abattage. Et là, ça m'a fait tilt aussi. Et donc, question du monologue, le charroi du monologue, pousser à fond le monologue. C'est-à-dire, à un moment donné, ça chauffe, ça commence à rougir, à vibrer, à fluidifier. Et lui, il utilise aussi la colère pour ça. Une ironie, mais l'ironie, il ne faut pas que ce soit volontaire. Méfions-nous, surtout pas faire exprès de l'humour. Non, ça marche pas. Mais il y a cette instance-là de friction, ce qu'on est en train de travailler, le mettre quelque chose qui tremble, que le monologue soit appelé à se déborder lui-même. Alors bien sûr, oui, c'est ce que on a entamé avec la 12, c'est les contributions là, que je suis en train de lire chaque matin. Et puis se dire, 12 bis, on y reste dans le monologue. Et on se concentre peut-être uniquement, non pas sur « Oh, tiens, je conduis un véhicule qui s'appelle le monologue. Waouh, il y en a sous... » Bon, mes métaphores, moi, elles sont toujours à ce niveau-là. Mais se dire... Maintenant qu'on connaît le monologue avec Arbres à abattre, on s'y réinstalle
Et là, on essaye de le pousser aux limites. Et tant pis si ça fait de la maladresse, tant pis si ça nous semble un peu rauque, chaotique, mais quelle voix émerge? Attention, c'est pas votre voix. On travaille des voix de personnages, on travaille des voix fictionnelles, mais ces voix dans leur monologue, elles là, on va les tenir à bout de bras, de force comme ça, et les pousser là devant le vide. Et il faut que ça résonne, que ça distorde, et de cette distorsion, on a à apprendre pour soi-même. On fait de l'amplification. On fait des distorsions. À un moment donné, le son de la voix se modifie parce qu'on l'a mis dans une situation artificielle. Et cette amplification, là, ce qu'elle signe, cette fatigue qu'elle peut donner, cette raucité qu'elle peut donner, cette distorsion de ce qu'on voit, les yeux qui s'écarquillent, bien là, on a cette mécanique qui change notre usage ensuite, souple, facile, c'est jamais facile, mais on a augmenté notre capacité de prose d'un effet de résonance. C'est ça que je cherche, et c'est pour ça que là, pour cette 12 bis, me dit, on va pas chercher midi à 14h, on refait l'exercice. J'avais beaucoup hésité entre maîtres anciens, arbres à abattre et maîtres anciens. On était parti sur arbres à abattre, dans le fauteuil à oreille, un personnage, donc on avait ce temps limité, c'est une soirée très mondaine, on est à Vienne, on est chez un couple qui reçoit. Le narrateur, autrefois, venait souvent chez eux. On a aussi la géographie de la ville, parce qu'il les a croisés sur le Graben, la grande allée où il y a des cafés, des terrasses, il y a des souvenirs qui s'entremêlent. Le monologue progresse parce qu'on fait progresser la géographie de ce qui est raconté. C'est très perceptible aussi dans les différentes contributions. N'empêche que là, on attend, c'est-à-dire le livre cessera 20 minutes ou 40 minutes plus tard, bah ouais, mais entre-temps, lui, il a fait ses 200 pages, quand l'acteur dont on a assisté au spectacle, convié à cette réunion, enfin va faire son entrée. Et pendant ce laps de temps, le narrateur, lui, dans un fauteuil qu'il enferme, fauteuil à oreille, regarde, entend, voit les visages, comprend les conversations. Le narrateur est immobile au milieu d'une scène, elle, qui est comédie humaine, comme j'avais voulu intituler ce cycle en partant de Balzac. Et Maîtres anciens, alors Maîtres anciens, c'est le contraire. C'est la même chose et c'est le contraire. Le narrateur, systématiquement, vient là, au musée, et s'assoit en permanence devant le même tableau, un Velázquez. Un tableau hautement réputé, célèbre. Mais lui, là, c'est la réflexion dans ce Velázquez qui va convoquer toutes les réminiscences de ce qu'il y a en dehors. C'est-à-dire qu'il est seul devant le tableau. Il n'est jamais seul devant le tableau. Il y a le gardien, il y a les visiteurs. Mais ce rapport à l'image, en tout cas, même s'il y a les visiteurs du musée, c'est pas ça qui fait le contenu. C'est toutes les réminiscences provoquées par la réitération du retour devant ce même tableau dans un lieu propice. Et là, c'est le contraire de arbres à abattre. Dans un lieu propice à la méditation, au retour sur soi, à la contemplation esthétique. Et donc, le monde, le reste du monde, n'intervient que par la réminiscence. Il y a quelque chose qui est important aussi dans Maîtres anciens, je ne sais pas si ce qu'il y avait comme sous-titre dans Arbres à abattre. Arbres à abattre, une irritation. Irritation. Quelque chose vous irrite, c'est très corporel, c'est mental. Est-ce que c'est une forme littéraire, l'irritation? Certainement pas. Par contre, Maîtres anciens, il y a comme sous-titre comédie. Ça, on peut le prendre au sérieux. Comédie, c'est une forme artistique. Après les tragédies d'Eschyle, il y avait cette pièce humoristique qui
évacuait tout. La comédie, chez Racine, vous avez les tragédies, et puis vous avez une comédie qui s'appelle Les Plaideurs. Molière écrivait, lui, d'emblée des comédies. Donc c'est une forme repérée. Est-ce que c'est une forme romanesque? Non, c'est une forme théâtrale. Et surtout, pour moi, il y a cette chose-là, c'est-à-dire comédie, c'est un sous-titre, donc comme irritation dans Arbres à abattre. Comédie, ça veut dire qu'on est là pour le caustique, on est là pour se moquer, on est là pour faire surgir les torts, les travers. Est-ce que ça, alors l'art de la caricature, il y a du grand. Quand vous regardez Daumier, si on pense aux toiles de Daumier, les immigrants ou wagons de 3e classe, on est dans cette patte humaine, celle qu'il rapprochait justement de ses contemporains comme Balzac. Quand Daumier fait des caricatures, ce qui sera aussi le cas de Degas ou d'autres, c'est prendre le monde à bras le corps et distordre, comme je l'ai dit, amplifier, simplifier et caractériser des traits qui ne sont pas ceux de la vision ordinaire. C'est la caricature elle-même, c'est le fait de dessiner qui fait émerger cette amplification et cette distorsion des traits. Et là, en mettant comédie, il y a cette... j'affirme que je vais amplifier les traits, les distorsions, que je vais aggraver et que je vais faire ressortir ce qui me paraît, moi, précisément un travers. C'est un art aussi de la caricature. Alors ça, s'il s'agit de quelqu'un comme Daumier, ça veut dire aussi la question de vitesse du trait, de simplification du trait par la vitesse pour faire émerger justement cette chose-là qui provoque en nous la pulsion. Et ça peut être un geste artistique sérieux, c'est-à-dire littérairement. C'est-à-dire on reprend le monologue, mais le monologue va s'autoriser à distordre, à amplifier, à simplifier, à faire surgir comme ça ce qui n'appartient pas à l'univers policé des relations. Et par contre, là, c'est là pour moi l'énorme mise en garde si on décide de faire du sketch ou de l'humour. Non, ça ne marchera pas. Faites en sorte, si ça se produit, ça viendra malgré vous, après vous, rétrospectivement, et c'est les autres qui définiront. Soyez infiniment sérieux. Et plus vous serez sérieux, plus vous respecterez cette injonction d'être infiniment sérieux, même en saisissant le tout petit. Alors à ce moment-là, probablement, l'humour viendra par l'arrière, restera presque par-dessus votre épaule, et à peine vous aurez relâché que ça disparaîtra. Mais pour le lecteur, ça n'aura pas disparu. Pour moi, c'est ça le biais. Soyez infiniment sérieux dans la matière que vous traitez. Par contre, laissez-la se distordre. Laissez la voix, je disais, laissez la voix se fatiguer, laissez la voix aller à sa limite. Et puis, on garde le dispositif. C'est-à-dire, le mec qui nous ressort son exercice, non. Arbres à abattre, narrateur immobile, enclos par son fauteuil à oreille, et devant lui, des gens, des voix, et c'est ça qui crée les réminiscences, les portraits. Maîtres anciens, on est dans un lieu calme, on est dans un lieu ouvert, et devant, il y a une image. L'image, ça peut être une fenêtre ouverte sur un paysage. Pensez aux peintures de Caspar Friedrich. Mais ça peut être aussi juste contempler une toile, contempler une photographie, contempler un portrait. Une méditation devant objet d'art. Et méditation devant objet d'art, parce que là, ça exerce autour de vous cette distension de l'espace, ce calme qui fait que l'espace s'élargit. Alors là, on est dans un dispositif absolument symétrique et inverse de Arbres à abattre. On n'est plus dans le narrateur, enfermé, immergé là dans le Graben, cette avenue, ou immergé dans ces cafés, ou immergé dans ces souvenirs de conversation. On est dans cette
monologue dans cette contemplation calme, mais ce monologue depuis l'image, lui, va faire apparaître ou convoquer tous les monstres. Et là, on sera près de l'héritage de maîtres anciens. Donc, je réitère lourdement cet avertissement. C'est un livre caustique, un livre qui s'intitule Comédie. Ne cherchez pas à faire rire. Moins vous chercherez, plus vous avez de chances d'y arriver. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est ce face-à-face. Pourquoi ? Parce que ce qui existe, c'est pas le narrateur. Ce qui existe, c'est cette image qu'il contemple. Arbres à abattre, narrateur, tout revient à lui et lui réémet tout en fonction de, je pense aux peintures expressionnistes là, de Georges Grosz dans les années 20-30, donc longtemps avant Thomas Bernhard, mais cette distorsion des têtes, des visages, des corps, des gestes, ça, arbres à abattre. Maîtres anciens, distension du lieu. Ce qui n'empêche pas que des personnages traversent la salle du musée, s'arrêtent devant le Velázquez, disent des grosses bêtises, ça nous sert. Ou bien qu'il y a la discussion réitérée avec le gardien qui est devenu progressivement un familier. Mais dans ce jeu-là, c'est l'image, le tableau de Velázquez qui émet cette distension de l'espace, qui émet le passage à la méditation et qui provoque le monologue. Par contre, le monologue, lui, justement, parce qu'il y a ce vide, il va pouvoir amplifier, distordre. Tout va chauffer au rouge. Et moi, ça me suffit comme proposition. Monologue, ça c'est la consigne. Le bloc monologue, le charroi monologue, tel qu'on l'a expérimenté dans Arbres à abattre, la 12, avec ce côté volontaire, attraper ce qui passe et s'en saisir et le tenir dans le monologue. Mais là, tout d'un coup, on inverse le dispositif. Il y a cette image, photographie, portrait, tableau, portrait ovale d'Edgar Poe, ou fenêtre ouverte sur paysage, méditation, ou conduire sa voiture, et le paysage, c'est ce qui défile là dans le cadre du pare-brise, ou un train, ces idées qui sont tellement plus mobiles en train parce que il y a ce défilement incessant. Et là, le narrateur, lui, corporellement, il est presque enlevé. C'est ce mouvement qui surgit de l'image qui provoque la réminiscence et que nous, on ne se contente pas du monologue comme on l'a fait là dans la 12, arbres à abattre, mais qu'on essaye de fatiguer ça, chauffer ça au rouge, distordre ça, caricaturer, simplifier et faire émerger cette brutalité en arrière. Pas besoin de qualifier des mots, surtout pas chercher à faire rire, se concentrer sur amplification, distorsion, fatigue de la voix, fatigue du langage, parce que, précisément, comment il s'entretient ? De quelle énergie il s'entretient ? Où il prend sa source ? Dans ce qui émane, là, de l'image. La vitre du train, le pare-brise de la voiture, le tableau ou le portrait. Voilà. Exercice 12 bis, qui est reprise avec dispositif inverse de la 12. Et je vous dis à dimanche. Pour la suite, on a encore des trucs à faire.